La Nouvelle-Calédonie et l'avenir de l'archipel rediscuté aujourd'hui à Paris. Emmanuel Macron reçoit les forces politiques du territoire sans le Front de libération nationale kanak et socialiste. Le FLNKS a décliné. Selon l'Élysée, cette première séance doit permettre d'apporter les explications attendues par chacun sur l'accord de Bougival, cet accord conclu en juillet dernier. Bonjour à vous, Isabelle Merle. Bonjour. Vous êtes spécialiste justement de la Nouvelle-Calédonie. On vous doit aussi cet ouvrage qui va s'afficher à l'instant sur nos écrans. Voilà. Expérience coloniale, la Nouvelle-Calédonie, 1853-1920, aux éditions Anacharsis, c'est comme ça qu'on le prononce, Anacharsis, publié en 2020. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. On va tenter d'y voir un petit peu plus clair sur ce sujet qui est parfois aussi reçu comme un peu complexe. D'abord, sur les discussions qui se tiennent aujourd'hui à l'Élysée. L'entourage du président de la République disait qu'il fallait tirer au clair certains points au sujet de cet accord de Bougival, qu'il faut désormais, semble-t-il, appeler accord de juillet dernier. Qu'est-ce qu'il faut tirer au clair précisément sur ce texte ? Il faut tirer au clair beaucoup de choses, étant donné que le texte est très imprécis sur bien des points, assez ambigu. Mais ce n'est pas tellement le problème. Je voudrais dire d'emblée que je suis très inquiète de l'obstination dont fait preuve le président de la République et son équipe, puisqu'il essaye de faire passer cet accord de Bougival, maintenant transformé en titre, on ne sait plus lequel, mais bon, de qui se moque-t-on, hein, peu importe le titre, le texte est là. Et le fond du texte, d'ailleurs, prenons quelques secondes pour rappeler quelles sont les modalités de cet accord. Alors, les modalités de cet accord, de mon point de vue, d'historienne ayant étudié ça, c'est un accord qui pose problème sur le principe, parce que c'est un accord qui vise d'abord et avant tout à arrimer de façon pérenne la Nouvelle-Calédonie à la République française, par un accord qui aboutira à la consolidation d'une communauté territoriale dans la République. Moyennant quoi, on utilise des artifices, à mon avis, c'est-à-dire un État de Nouvelle-Calédonie qu'on brandit mais qui n'a pas de souveraineté réelle, une nationalité calédonienne qu'on affiche mais qui n'a pas de consistance. Un transfert de compétences, parce que si on résume cet accord, c'est ça, c'est la création de cet État calédonien, État associé calédonien. Ça n'est pas un État associé. Donc c'est pas ça. Non, donc on ce serait loin. La proposition de l'État associé avait été faite à Déva, devant accepter, ou en tout cas un certain nombre de partenaires politiques avaient accepté de discuter sur cette proposition d'Emmanuel Valls, sauf les loyalistes et le Rassemblement. Et là, on invisibilise complètement cette proposition. Donc il est dit qu'il n'y a qu'une proposition sur la table. On y revient depuis le 25 juillet, depuis le 12 juillet, de façon récurrente. On a même essayé une consultation citoyenne pour finalement la retirer. C'est Bougival, rien que Bougival, que Bougival. Et il a été signé, cet accord à Bougival, par des représentants des organisations politiques. Il est paraphé. Pourquoi l'ont-ils signé ce jour-là, si, encore une fois... Ils ont signé, justement, dès que, au matin du 12 juillet, les polémiques ont commencé. C'est bien simple. On peut parler d'un accord qui est né d'un projet d'accord, puisque même sur le statut du texte, si vous voulez, il y a eu polémique. Donc on nous dit qu'il y a un consensus sur quelque chose qui est extrêmement dissensuel, y compris sur à quoi servaient ces paraphes. Qu'est-ce qu'ils paraphaient ? Donc, ils ont paraphé un projet d'accord qui devait retourner devant les bases et être discuté et essayer peut-être de convaincre, mais ça n'a pas convaincu. Dans un camp en particulier, le FLNKS. Et les signataires, ceux qui ont posé leur paraphe, ont retiré leur signature du fait que le congrès du FLNKS d'août a refusé cet accord sur le principe. Qu'on comprenne bien de quoi il est question, d'accorder une souveraineté. La Nouvelle-Calédonie, on peut déjà considérer aujourd'hui qu'elle est autonome et que dans le cadre de cet accord, c'est un vrai transfert de compétences régaliennes et de souveraineté qui devait être accordé à l'archipel. Encore une fois, pour être très clair. Alors, si vous voulez, moi je n'ai pas cette lecture. Peut-être certains l'ont, mais moi je n'ai pas cette lecture. En réalité, cet accord consolide la stratégie de l'État qu'il mène, à mon sens, là je vous parle sur la longue durée depuis 2018, et qui a été affirmé à partir de 2021, qui est de consolider, d'arrimer la Nouvelle-Calédonie dans la République française par un accord qui fondamentalement crée les statuts d'une collectivité territoriale, mais prétend
avancer sur le chemin de la décolonisation avec des artifices, à mon sens, avec un État qui, sous bien des égards, un État central, chapeaute un pseudo-État et qui lui-même chapeautera, ou plutôt recouvrira 3 provinces largement autonomes. Donc, c'est le danger de ce montage en poupée russe, si vous voulez. Et la tutelle de l'État central, en fait, se renforce à travers un certain nombre d'articles. Et surtout, les transferts de compétences régaliennes ne sont pas transférés, comme dans le cas d'un État associé où vous transférez ses compétences et le nouvel État redélègue de façon consentie ses compétences à la puissance administrante, puisqu'on va parler comme ça. Là, ce n'est pas du tout le cas, et les verrous mis sur le transfert des compétences régaliennes sont très importants et multiples. Ce qui fait dire aux non-indépendantistes, ils l'ont dit juste après la signature, ils ont dit à leur base, ne vous inquiétez pas, ça n'arrivera jamais. Donc cet accord, projet d'accord, consolide en fait les intérêts français géostratégiques dans le Pacifique. Donc c'est ce qui prime sur normalement l'obligation de décoloniser ce territoire, parce qu'une résolution des Nations Unies, la 1514, qui date de 1960, imposait la décolonisation de ce territoire. Ce que vous dites là aujourd'hui, quand vous parlez d'ailleurs d'arrimage de l'archipel à l'État français, c'est que Paris ne veut pas renoncer à ce territoire parce qu'il est hautement stratégique. C'est ça la réelle motivation ? En tous les cas, oui. C'est ça, là, je pense, la réelle motivation. La motivation, si vous voulez, à partir de 2018, lorsque le président Macron a démarré son premier mandat, il a annoncé dans un discours au théâtre de Lille à Nouméa, la France sera moins belle sans la Nouvelle-Calédonie. Après ça, sera moins forte. Sans moins belle. Et après ça, il a construit, il a une participation de la France active à la stratégie indo-pacifique qui permet à la France, via ces territoires d'outre-mer du Pacifique, conçus comme point d'appui, d'être, dit-il, la dernière puissance européenne présente dans le Pacifique et, si vous voulez, souveraine dans le Pacifique, qui n'est pas tout à fait évident, hormis cette explication. Et par ailleurs, le raisonnement qui a été porté sur la Nouvelle-Calédonie a été largement porté par beaucoup en droit interne. La Nouvelle-Calédonie nous appartient, enfin, est dans le giron de la République. Et preuve en est, les dernières réflexions du député de l'Eure-et-Loire qui compare, qui met sur le même pied l'Eure-et-Loire, son département donc, et la Nouvelle-Calédonie. Ce ne sont pas les mêmes particularités. C'est ce qui m'amène à ma question. Pas la même histoire non plus. Alors justement, l'historienne que vous êtes. Il y avait tout à l'heure derrière vous, on diffusait ces images d'archives des émeutes de mai 2024, de l'année précédente. Moi, je voudrais avoir votre lecture sur la manière dont la population en Nouvelle-Calédonie est en train de regarder ce qui se passe. Et aussi, est-ce que le parti dont on parle, le FLNKS, qui boycotte la réunion d'aujourd'hui, est finalement le parti représentatif de toute cette colère dans l'archipel ? Alors déjà, justement, vous posez une très bonne question. On a repoussé les élections une 3e fois. Le Conseil constitutionnel a déclaré que ça serait la dernière. Il est envisagé de les repousser une 4e fois, contrairement à l'avis du Conseil constitutionnel. Chose inédite dans l'histoire de la République. Je n'ai pas trouvé un historien me disant que c'était déjà arrivé, certainement pas en Eure-et-Loire, si je peux parler ainsi. Donc 2 ans et demi de mandat supplémentaire. On en est à 7 ans et demi au lieu de 5, avec des élus qui sont donc hors mandat, qui sont réunis, mais dont on ne sait plus qu'est-ce qu'ils représentent sur le terrain. Une manière de le connaître, c'est de faire des élections. Et je crois que de tous les échos que j'ai, le pays attend des élections provinciales parce qu'il a traversé une période extrêmement difficile. Il y a eu des discours extrêmement clivants de tous les côtés et officiellement aussi du côté des loyalistes. Donc le rapport de force, on ne sait pas vous répondre. C'est-à-dire le FLNKS est une force historiquement centrale. Oui. Ce que savent l'ensemble des partis politiques, et ceux qui ne veulent pas le savoir, ils le nient, c'est qu'aucune stabilité dans ce pays, on le sait, ne sera acquise sans le FLNKS. Merci beaucoup. Merci Isabelle Merle d'être passée par le plateau de France 24 et merci pour ces explications.